Eh bien, bonjour à tous, bonjour. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo parce que là je sors d'une consultation qui m'a particulièrement touchée. Et donc évidemment autour du thème des blessures émotionnelles de l'enfance, les plaies de l'âme, les blessures de l'âme. Et du coup, eh bien, ça m'a donné envie de faire cette vidéo autour du thème justement des blessures émotionnelles pour essayer toujours d'apporter un peu plus de conscience autour de ce domaine-là qui nous affecte tous. Tous, parce que effectivement tous, absolument tous, nous avons des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. Alors de façon consciente, mais aussi inconsciente aussi souvent. Moi la première, pendant des années, j'ai pu dire non, non, moi j'ai pas de blessure, tout va bien. Et puis bon, non, en fait, je les avais toutes, mais elles étaient complètement inconscientes. Voilà. Donc c'était des situations de vie qui les ont faites éclater les unes après les autres, pour mon plus grand bonheur, si je peux dire, dans beaucoup de douleur, mais tellement, tellement libérateur. Donc voilà, cette séance aujourd'hui m'a particulièrement touchée et j'avais envie de faire cette vidéo donc pour apporter en fait plus d'explications sur ces blessures euh, parce que c'est vraiment important d'en prendre conscience. On est tous là, on s'est tous incarnés pour guérir nos blessures, pour retrouver en nous l'amour, la paix et le bonheur. Et ça ne pourra que passer par ce chemin de transmutation. Donc voilà. Donc pour commencer, les blessures de l'âme existent depuis la nuit des temps, depuis toujours elles sont là. Ceci dit, voilà, on se penchait pas du tout sur l'émotionnel, il y a très 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 longtemps, jadis très loin à l'époque, l'émotionnel était vraiment, j'y ai vécu, j'y vivais pas, mais je peux facilement le deviner. L'émotionnel, pardon, était pas du tout à l'ordre du jour. Ce qui était prioritaire, c'était vraiment l'instinct de survie. C'était avoir un toit sur la tête, une protection, une sécurité, manger, être protégé. Donc voilà, c'était vraiment la priorité. Donc on se penchait pas du tout sur les blessures. C'est à partir de 1930 environ que des premiers psychologues ont commencé à se pencher vraiment sur l'émotionnel. Donc en tout premier lieu, John Pierrakos, bon il y en a eu d'autres, et lui notamment qui a commencé à faire le lien aussi entre les blessures émotionnelles et la morphologie. Parce qu'il est vrai qu'en fonction de la blessure fondamentale que nous portons, notre corps, notre morphologie va prendre une forme particulière. Et déjà, on va créer des carapaces, des protections qui vont s'exprimer au travers de notre morphologie et surtout qui vont créer des boucliers, des systèmes de défense, enfin beaucoup de choses, beaucoup d'émotions cristallisées en nous, engrammées, qui vont perturber fortement notre circulation énergétique. Donc voilà, donc le premier, c'était lui qui a commencé à en parler, il y en a eu d'autres. Mais après, plus récemment, et là on est plus nombreux à la connaître, donc Lise Bourbeau a repris tout ce travail-là il y a à peu près une vingtaine d'années. Et pour notre plus grand bonheur, elle a modernisé en fait tout ça. Donc pour nous le rendre justement plus accessible. Voilà. Donc une blessure émotionnelle, une blessure de l'âme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est complètement lié aux émotions. Ce sont des chagrins, de gros chagrins, des douleurs émotionnelles que nous avons pu ressentir nos premières années de vie. Et à l'époque, nous n'avions pas de corps mental. Nos nerfs étaient vierges de toute expérience, donc on prenait vraiment tout plein fouet. On n'avait pas de conscience qui permettait de filtrer, d'analyser, d'essayer de comprendre. Tout ça, on n'avait pas. Nos premières années de vie, et c'est vraiment nos premières années de vie, c'est là où on a façonné notre schéma relationnel. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a pu ressentir, eh bien, on a façonné notre schéma de croyance
Et c'est lui qui, du coup, va influencer tout notre schéma relationnel, toute notre façon d'être tout le long de notre existence, hein, de notre vie. Hein. Donc en fait, bien voilà, une blessure émotionnelle, donc c'est un chagrin, une émotion, hein, il s'est passé quelque chose de particulier. Et puis on a ressenti vraiment une émotion lourde qui a généré des perceptions physiques particulières. Hein. Et donc voilà, notre cerveau reptilien a commencé à se façonner par rapport à ces premières informations qui arrivaient. Alors il y en a évidemment d'autres inconscientes, hein, on n'est pas arrivé vierge de tout. Mais bon, là en l'occurrence, ces premières années de vie, voilà, on a chargé beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et c'était des émotions qui étaient parfois tellement douloureuses. Eh bien, en fait, notre inconscient, la seule façon qu'il a trouvée, et bien heureux d'ailleurs, hein, ça a été, comme c'était une émotion très douloureuse, pour faire en sorte de la ressentir la moins possible, pour qu'on soit confronté le moins possible à cette douleur émotionnelle, parce qu'à l'époque on était tout petit et nous n'avions pas forcément les ressources nécessaires pour accueillir ça. Et bien en fait il nous a fait adopter des comportements petit à petit bien particuliers pour contourner ces situations qui étaient susceptibles, voilà, de réactiver cette émotion en nous. Alors évidemment, on est bien d'accord que c'était complètement inconscient, hein, nous n'étions que des enfants, mais voilà, cet instinct de survie, le cerveau reptilien façonnait déjà tout ça, avait pris le contrôle d'un peu tout ça. Et tous ces comportements qu'on a mis en place par défaut, du coup, tous ces systèmes de défense qu'on a mis en place par défaut pour ressentir le moins possible ces émotions douloureuses, eh bien, ce sont ces comportements-là qui ont donné naissance à notre ego. Hein. On s'est vraiment détaché de notre véritable individualité. Hein. On a vraiment enregistré par défaut que qui on était dans notre véritable essence, c'était pas conforme. Apparemment, au vu de ce que ça suscitait, de ce que je ressentais, c'était pas bienvenu, c'était pas bien accueilli. Donc j'ai vraiment enregistré que ma véritable essence n'était pas accueillie et que c'était douloureux pour moi. Donc du coup, je m'en suis détachée. Je me suis détachée, c'était trop douloureux. Hein. La seule échappatoire d'ailleurs était de me couper de ce senti-là. Et du coup, de construire un personnage, de ne plus être, parce que être était douloureux. Donc par contre, de m'en détacher et plutôt de faire. Voilà, faire pour susciter l'approbation, déclencher des sourires, une bienveillance, ou en tout cas, voilà, me faire gronder le moins possible. Donc voilà, je vais développer plein de comportements face à mes éducateurs, que ce soit parents, grands-parents, nounous, à l'école, voilà, je vais adopter tout ça. Donc je ne serai plus centrée à mon cœur. Mais je serai là centrée sur mon mental, plutôt sur ma peur, l'analyse, calculer, tout ça encore c'est inconscient, plus ou moins, mais voilà, pour ne pas être confrontée à nouveau à ces émotions qui étaient très douloureuses pour moi. Donc voilà, on a enregistré tout ça et puis au jour d'aujourd'hui, hein, beaucoup de choses sont encore très actives. Donc, et tout notre travail justement est de désapprendre pour réapprendre tout ce qu'on a appris par défaut, voilà, le désapprendre pour réapprendre, pour nous reconnecter vraiment à qui nous sommes véritablement. Voilà. Donc en fait, alors l'idéal, comment ça aurait dû, entre guillemets, se passer, pour qu'un enfant grandisse vraiment voilà, dans sa véritable individualité. Voilà, il a vraiment besoin de valeurs essentielles. Hein, et encore une fois, il n'est que dans l'émotionnel. Hein, il ne réfléchit pas. Et ce dont il a besoin plus que tout, c'est cette nourriture affective. Voilà. Hein, et pour lui, voilà, c'est sa nourriture, c'est ce qui va le rassurer. Et cet amour ne peut venir que de l'extérieur. Hein. On est bien d'accord que tout petit, on est incapable de générer ça en nous, hein, cette sécurité. Donc c'est vraiment par rapport à ce qu'on va recevoir qu'on va se sentir vraiment en sécurité. Donc on est complètement dépendant de cette nourriture affective. Donc pour qu'un enfant voilà, grandisse dans sa véritable individualité, eh bien il a besoin voilà, de beaucoup d'amour. Alors beaucoup.
voilà, dans un juste milieu. Il a besoin de cette nourriture affective, cet amour, parce que on le sait tous, hein, quand on ressent l'amour d'un proche, ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au corps, ça fait chaud à l'âme, à l'esprit, et toutes ces sensations-là vont générer des perceptions physiques. Hein. Encore une fois, le cerveau reptilien, c'est aux perceptions physiques qu'il réagit. Donc tout cet amour, toute cette chaleur va générer en nous beaucoup de perceptions physiques très agréables que les cellules vont enregistrer et qui vont laisser des empreintes positives dans l'inconscient. Et c'est grâce à ça que le cerveau reptilien va pouvoir enregistrer « je suis aimable ». Hein, donc c'est une valeur essentielle, je suis quelqu'un d'aimable. Voilà. Donc l'enfant a besoin de ça, voilà. Il a besoin aussi de beaucoup de valorisation, enfin beaucoup, toujours dans un juste milieu, de beaucoup de valorisation. On le sait tous, hein, quand un enfant va faire quelque chose et qu'il va y arriver, qu'on va lui dire « bravo, je suis fière de toi, tu as réussi, c'est super ». On le voit, hein, on a les yeux des enfants qui s'illuminent, hein, ça pétille. Et là, de la même façon, ça va générer des perceptions physiques très agréables dans son corps et du coup un sentiment de fierté. Je suis capable, voilà, je suis capable, fiable, j'ai une bonne estime de moi-même. Donc très important aussi. Et puis la sécurité, hein, voilà, essentielle. Dès que j'ai peur, dès que je pleure, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'écoute bienveillante d'un parent, l'accueil dans son émotion, parce que rien ne fait plus de dégâts que des émotions refoulées chez un enfant. Donc non, accueillir l'émotion, le rassurer, dès qu'il y a une peur, l'écouter, lui parler, voilà, être toujours ce port d'attache pour l'enfant. C'est ce qui va vraiment sécuriser, hein, son monde intérieur. Et donc, voilà, de la même façon, le cerveau reptilien va pouvoir enregistrer je suis en sécurité. Et c'est grâce à ça, tout le long de ces années, où l'enfant, grâce à cette sécurité, il va pouvoir vivre ses expériences, ses explorations, tout en sachant qu'il y a toujours ce port d'attache auprès du parent, qui peut revenir chercher cette sécurité pour aller toujours explorer de nouvelles dimensions, de nouveaux mondes. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à construire cet amour pour lui qui ne pouvait venir que de l'extérieur. Là, il va pouvoir comprendre, en construisant cette estime de soi, cette confiance en soi, il va comprendre qu'il peut générer ça en lui, hein, qu'il est capable, qu'il est aimable. Et du coup, il va arriver dans le monde adulte complètement sécure, hein, et puis là, il n'aura aucune difficulté à exprimer sa réalité, sa vérité, à réaliser ses envies, ses projets, à s'accomplir, à se concrétiser. Voilà, donc là c'est le schéma idéal, hein, ces valeurs essentielles. Seulement, voilà, on est peu nombreux dans cette situation-là. Hein. On est, encore une fois, je le dis souvent, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Nos parents, nos éducateurs ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Hein, et puis, bien souvent, s'ils n'ont pas reçu d'amour eux-mêmes, de sécurité, de valorisation, l'amour est tellement loin, au fond, derrière toutes ces souffrances, qu'il est devenu inaccessible. Et du coup, ils n'arrivent pas, ne savent pas le transmettre non plus. Et du coup, là, on est nombreux dans cette situation-là où ce qu'on a plutôt vibré quand on était enfant, de par le manque affectif, ou l'insécurité, la dévalorisation, le manque de reconnaissance, le manque d'écoute, là, on aura généré des émotions de manque, d'insécurité, de peur. Donc, de la même façon, hein, c'est exactement le même processus. Toutes ces émotions auront généré des perceptions physiques très inconfortables dans le corps. Et là, l'inconscient, qu'est-ce qu'il aura enregistré comme croyance? C'est « je ne suis pas aimable, hein, je ne suis pas capable et je ne suis pas en sécurité ». Voilà, donc du coup, on va grandir dans ces failles, dans ces peurs, dans ces manques. Et puis comme on n'aura pas construit cette force intérieure, on va arriver dans le monde d'adulte avec exactement la même croyance qu'on avait quand on est arrivé dans ce monde de façon inconsciente. L'amour ne peut venir que de l'extérieur. Voilà, donc pour recevoir
cet amour, eh bien, on va être dans le faire, au détriment complètement de soi, dans l'oubli complètement de soi. On va se mettre complètement de côté, et le cœur, notre senti, notre âme, notre enfant intérieur, notre âme, hein, tout ça, pouf. Voilà, enfant, on a enregistré que cette vérité n'était pas conforme à l'attente, enfin, ne correspondait pas à l'attente de nos parents, donc on a vraiment mis ça de côté, et non, on est dans le faire. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, là, on va vibrer, il y aura beaucoup de mémoires lourdes, beaucoup d'émotions difficiles, douloureuses, engrammées, cristallisées, et qui vont polluer fortement notre chakra racine, pardon, notre chakra sacré aussi. Alors, chakra racine, siège de notre sécurité interne. Donc, si on a vibré plein de peur, automatiquement, il va être bien pollué. Donc, on ne va pas pouvoir s'ancrer, on ne va pas pouvoir s'enraciner. Et puis, automatiquement, ça va venir polluer notre chakra sacré, qui est le siège de nos émotions, de notre affirmation, notre créativité, notre relationnel, les plaisirs de la vie. Donc nos émotions, notre affirmation, enfin tout ce domaine-là va être pollué, perturbé en tout cas. Donc tout un travail de transmutation du coup à opérer, et puis de toute façon l'univers va bien s'en charger, parce que comme notre âme va vibrer toutes ces choses-là à transmuter, et bien l'univers va répondre à notre vibration en mettant sur notre chemin des situations de vie qui justement viendront mettre tout ça en lumière pour nous inviter justement à le traverser. Donc ensuite à nous de voir si on traverse avec le cœur ou avec la peur. Donc à nous d'apporter à chaque fois toujours plus d'amour et de conscience à tout ça. Mais bon, là ça mériterait beaucoup de choses à dire là-dessus, donc pas aujourd'hui. Donc voilà, donc nous sommes en majeure partie, parce qu'encore une fois, on a tous, absolument tous, des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, après voilà, à différents degrés. Donc une blessure de l'âme peut s'enregistrer bien sûr dans des schémas familiaux, des schémas d'enfance très violents. Mais encore une fois, nous n'étions que des enfants, donc on n'était que dans le monde émotionnel. Donc ça peut être aussi par rapport à des situations de vie très subtiles, ou très souvent aussi sur de fausses perceptions. Il lui suffit qu'on ait cru quelque chose, ça aurait généré une émotion, des sensations, et paf, l'inconscient enregistre. Donc il faut quand même que ce soit quelque chose qui se répète, mais voilà, les blessures de l'âme, ce n'est pas forcément dans des schémas de vie violents. Alors évidemment, ça arrive aussi, mais pas que. Voilà. Donc la toute première blessure qu'on va vibrer, ça va être la blessure du rejet, qui en mon sens est vraiment la plus douloureuse. Blessure que je portais, et qui pour moi a été la plus douloureuse, mais je pense vraiment pour chaque personne qui l'ont en tout cas de manière importante, elle est vraiment douloureuse, parce que là c'est le rejet dans tout notre être. C'est pas, on ne se fait pas gronder parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, on a fait une bêtise, on se fait gronder, pour émotion difficile. Là non, c'est tout ce que nous sommes, c'est qui on est, jusqu'à la moindre cellule, tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente, tout est rejeté. C'est vraiment rejeter l'être. La blessure du rejet est vraiment, en mon sens en tout cas, j'aime à penser, la plus douloureuse, parce que c'est tout notre être qui est rejeté. Et c'est une blessure qui peut être déjà vibrée in utero, c'est-à-dire dans le ventre de notre mère. Dans la mesure où c'est une blessure qu'on va ressentir quand si on est un enfant qui n'a pas été désiré. Voilà, le lien déjà va pas pouvoir se créer. Donc déjà dans le ventre, on va ressentir qu'on n'a pas notre place, qu'on n'est pas attendu, qu'on n'est pas souhaité. Donc quand on est un enfant pas désiré, on va vibrer cette blessure du rejet.
Quand on est un garçon par exemple et qu'on attendait une fille, ou l'inverse, quand on était une fille et qu'on attendait un garçon, ben voilà, on peut ressentir ce rejet. Parce qu'on va ressentir la déception, hein, même si, attention, même si elle est légère, on ressent tout. Hein, l'enfant n'est vraiment que dans l'émotionnel, il va ressentir au-delà des mots, hein, au-delà de ce qu'il voit. Je suis en train de penser à un truc. C'est pour ça que c'est très important d'être honnête avec nos enfants. La confiance, ils peuvent la perdre très très vite, hein, dès les premières années de vie. Au-delà de ce qu'ils voient, c'est pour ça que je veux rebondir là-dessus, ils ressentent ce qu'il y a derrière. Encore une fois, ils sont que dans le ressenti, ils n'analysent pas, hein, donc ils ressentent. Donc c'est très important d'être honnête avec nos enfants et quand ça ne va pas, d'arriver à dire à nos enfants que ça ne va pas. Alors évidemment, on ne va pas en faire des confidents et tout étaler, mais quand ça ne va pas, parce que très souvent on veut épargner nos enfants et on va leur dire, ils vont sentir que papa ou maman ne va pas bien, il peut l'exprimer, et puis on va dire, et puis on va garder toujours ce sourire de façade, non, ça va super bien, alors qu'effectivement derrière ça ne va pas du tout. Et l'enfant, il ressent ce qu'il y a derrière. Donc c'est très important de dire à nos enfants quand ça ne va pas, sans rentrer dans les détails, mais de dire quand ça ne va pas. Et surtout de leur dire hein, qu'ils n'y sont pour rien, hein, parce que l'enfant, il n'a pas conscience de ce qui est au-delà de lui. Hein. C'est vraiment, il est le centre. Pour lui, tout tourne autour de lui. Tout le concerne. Hein. Il est le centre. Hein. Donc c'est vraiment important voilà, de préciser que, pour qu'ils ne ressentent pas de culpabilité, qu'on voilà, on peut ne pas aller bien, mais qu'il n'y est pour rien. Hein. En tant que parent, on peut avoir des problèmes aussi. Mais en tout cas, c'est important de lui dire, parce que sans ça, si on garde le sourire de façade, oui, ça va très bien, tout va bien, mais que l'enfant, il sente, mais qu'on lui dit ça, et bien très vite, très vite, il va enregistrer que ce qu'il ressent n'est pas juste, que ce qu'il ressent est faux. Donc, il va enregistrer qu'il ne peut pas faire confiance à ce qu'il ressent. Et c'est déjà là qu'il va commencer à perdre confiance en lui. Donc voilà, il faut être attentif là-dessus. Hein. Voilà, je pense à ça, faire cette parenthèse-là. On a le droit de ne pas aller bien. Et surtout, de leur dire sans rentrer dans les détails. Comme ça, ils vont enregistrer qu'ils peuvent se fier à ce qu'ils ressentent. Sinon, ils vont s'en détacher, ils vont commencer à devenir dépendants de la vie extérieure et influençables. Voilà. Et puis, leur expliquer aussi qu'ils n'y sont pour rien, parce que sinon, ils vont enregistrer cette culpabilité. Pour eux, si jamais on ne va pas bien, ça peut être que de notre faute. Hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être que de ma faute, puisque je suis le centre du monde. Mes parents... ce sont des dieux, hein, entre guillemets, ils sont sur un piédestal, donc ça ne peut pas venir d'eux, hein, ça ne peut venir que de moi. Donc voilà, je voulais faire cette parenthèse-là. Donc pour en revenir à la blessure du rejet, donc si je ne suis pas un enfant désiré, si je ne suis pas du bon sexe, et de façon aussi complètement subtile, si mes parents sont toujours très occupés parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des problèmes, et puis moi en tant qu'enfant, je vais vers mon parent parce que j'ai envie de jouer, j'ai besoin de l'échange pour évoluer, j'ai besoin de partager des moments, mais que mon parent n'a jamais le temps, et bien ça va générer cette sensation de rejet, et puis au bout d'un moment je vais m'éteindre, voilà, je vais plus y aller, et je vais par défaut enregistrer cette sensation de rejet. Voilà. Donc, quand on a vibré cette blessure du rejet, alors la conséquence fondamentale, ça va être je n'ai pas ma place. Voilà. Alors ça peut aller très loin, hein, je n'ai pas le droit d'exister, des gros problèmes d'incarnation. Quand elle est en fondamental, hein, des gros problèmes d'incarnation. On peut aller jusqu'à penser je ne fais pas partie de cette famille, ou je ne suis pas née sur la bonne planète. Enfin, il y a vraiment un gros problème de place. On est rejeté dans tout notre être, ce qui fait que automatiquement le premier système de défense qu'on va adopter, ça va être on va couper notre élan naturel d'affirmation.
il suffit voilà, qu'enfant, à un moment donné, j'ai eu pris ma place aussi, j'ai eu dit quelque chose, et puis bon, j'ai cette blessure du rejet, je ne suis pas un enfant désiré, pas accueilli, donc je vais me faire systématiquement gronder. Et bien voilà, j'ai pris ma place, je me suis fait gronder, ça a généré une émotion douloureuse en moi, des perceptions physiques désagréables. Donc mon inconscient, pour me protéger de ces émotions compliquées, la seule chose qu'il a trouvé à faire pour me protéger, et encore heureux, merci à lui, ça a été de me couper de cet élan naturel d'affirmation. Donc là, quand j'ai la blessure du rejet, je vais devenir un enfant très introverti, très sage, très calme. Je vais éviter tout conflit. Je vais faire en sorte qu'on ne me remarque pas. Je ne vais surtout pas me faire remarquer parce que ce serait prendre le risque de me faire gronder encore et du coup de réveiller en moi cette émotion liée au rejet qui était trop douloureuse. Donc voilà, je vais devenir... je vais traîner avec moi une mélancolie, une tristesse, puis je vais m'évader dans mon monde imaginaire. J'avais besoin de cette nourriture affective, encore une fois, elle ne peut venir que de l'extérieur. Bon, je vais faire une croix là-dessus, je vais couper, c'est que de la douleur extérieurement, et puis je vais chercher en moi mes ressources parce que pour traverser tout ça, mais toute seule avec moi-même. Je vais me couper un peu, je vais développer cette solitude, je vais être un enfant solitaire. Et puis je vais avoir un comportement de fuyant, Alors, des choses qui vont me suivre, je vais grandir avec et je vais arriver dans mon monde d'adulte avec, Alors quand elle est fondamentale, on peut fuir ce monde, cette réalité, jusqu'à s'évader dans des drogues, dans de l'alcool, voilà, ça fait partie des conséquences de cette blessure aussi, Donc la blessure va influencer notre morphologie. On va être, quand on a cette blessure, très mince, très maigre, t'es un blafard gris, un peu voûté, je veux pas être vue en fait. Alors quand on a la blessure du rejet, on va éviter tout ce qui est couleur, couleur attirerait le regard, hors de question, il ne faut surtout pas que je sois vue. Donc monde adulte, voilà, beaucoup de noir, beaucoup de gris dans le choix des couleurs vestimentaires, donc surtout pas de couleur. Parler tout doucement, la tête un peu souvent, excusez-moi d'être là, c'est vraiment excusez-moi de vivre, c'est vraiment ce qu'on peut dégager. Transparent, on peut ne pas nous voir, on devient inexistant. Donc gros problème d'affirmation, on va avoir beaucoup de mal à voir, c'est impossible de dire ce qu'on pense, au moment où on va être vraiment s'enfermer dans un mutisme le moins possible. Toujours cette peur, cette grande peur de déranger. C'est pour ça qu'on ne va jamais demander d'aide. On va tout le temps rester dans notre bulle. La personne qui a une blessure du rejet n'a pas le réflexe de prendre le téléphone pour appeler, comment tu vas, prendre des nouvelles, tout ça, non, elle va pas s'inviter comme ça chez des personnes. La personne qui a la blessure du rejet est suiveur, jamais meneur, elle ne prendra pas de décision, elle fera tout pour éviter les conflits. Donc elle dira amen à tout, elle ne contredira jamais personne, elle va s'enfermer dans une solitude, dans une mélancolie, c'est dans sa bulle. On a bien compris depuis l'enfance que de l'extérieur, il ne faut rien attendre. Donc depuis tout petit, on va développer nos ressources en nous et puis on va grandir avec. Donc tant qu'on est dans la blessure, on va rester dans cette fermeture et ça va couper beaucoup de choses. On ne va pas aller, ce sera très difficile d'aller vers l'autre, d'aller vers les gens. On l'a fait une fois enfant, on a été vers notre parent, ou quelquefois, et ouf, paf, on a été rejeté, émotion très douloureuse, pardon. Donc adulte, ça va rester, on va avoir beaucoup de mal à aller vers l'autre, c'est une mémoire, on l'a enregistrée, elle est active. L'inconscient n'a pas la notion du temps. Aujourd'hui, tout a changé. Alors effectivement, enfant, ça nous a protégés tout ça, mais quand on est adulte, ça nous entrave. Donc ça fait partie par peur inconsciente d'être rejeté, on se rejette tout seul. Et tout ça, ça fait partie intégrante de nos blessures. Alors ce sont des comportements qui nous composent
mais qui ne sont pas nous. Hein. Ils ne sont pas nous. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. On a l'impression qu'on est né comme ça. Hein. Non, non, il y a quelqu'un derrière qu'il faut aller chercher. Et la blessure du rejet, quand elle est transmutée, mais c'est un pur cadeau. Pour les avoir toutes, je pense que celle qui me délivre le plus beau des cadeaux, c'est la blessure du rejet. Elle est fantastique, donc il ne faut pas hésiter à la transmuter, vraiment à la guérir. Voilà, donc ensuite, la deuxième blessure, ça va être celle de l'abandon. Alors, voilà, automatiquement, quand on va vibrer un manque affectif, hein, un deuil, un abandon véritable, hein, des manques affectifs à répétition. Mais ça peut être un deuil, ça peut être la naissance hein, d'un frère ou d'une sœur. Voilà, j'avais ma nourriture affective, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'en ai moins, donc je vais vibrer en manque affectif. Ça peut être voilà, un membre de la famille qui tombe malade, donc les attentions sont focalisées sur cette personne-là. Ça peut être parce que maman a repris le travail, ou parce que ma première rentrée scolaire, ou parce que mes parents m'ont laissé chez papy, mamie, très 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 souvent. Voilà. Un manque affectif. Mais de la même façon, je veux pointer ça parce qu'on ne le dit pas assez, hein, aussi quand moi par exemple j'ai pu faire cette erreur entre guillemets, hein, je m'en veux pas, mais quand on n'a pas reçu d'amour quand on était enfant, eh bien quand on a nos propres enfants, on va leur apporter mais tout l'amour qu'on peut. Alors inconsciemment, hein, quelque part, on remplit aussi notre propre manque affectif, mais on va donner beaucoup, beaucoup d'amour à nos enfants. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais de donner de l'amour, oui, mais dans un juste milieu. C'est le plus difficile d'ailleurs à trouver, ce juste milieu. Quand l'enfant demande dès les premières heures, mois, parce que, en fait, de la même façon, hein, l'enfant... Voilà, enregistre son schéma relationnel par rapport à ce qu'il vit, hein, ses premières années de vie. Donc si je lui donne beaucoup d'amour, eh bien il va enregistrer que pour me sentir rassurée, pour me sentir bien, je vais donner l'habitude à mon enfant qu'il a besoin d'avoir beaucoup d'amour. Donc en fait, ça va être une croyance, un programme qui va être enregistré aussi et qui va continuer de vibrer toute sa vie. Donc de la même façon, il va devenir, alors pour des raisons complètement différentes, mais quand on a reçu beaucoup d'amour, un amour très présent, voire étouffant, l'enfant va enregistrer qu'il va en avoir besoin de beaucoup pour se sentir sécure. Donc ils vont devenir exactement de la même façon dépendants de la nourriture affective. Donc de la même façon, quand il sera adulte, ce ne sera jamais assez suffisant. Donc il va toujours faire pour avoir toujours plus. Voilà. Donc c'est vraiment la dépendance, hein, cette nourriture affective, c'est vraiment le système de défense qui va être enregistré par défaut pour cette blessure. Je vais tout faire pour recevoir cette nourriture affective. Donc quand on a la blessure de l'abandon, gros problème de solitude. Hein. La solitude, automatiquement, je vais éviter tous ces moments-là où je serai seule, parce que automatiquement, qui dit solitude, dit pouf, le manque affectif qui va se réactiver. Donc l'inconscient, il le sait. Hein. Non, hein, il se rappelle. Hein. Ça a été une émotion qui était douloureuse, donc fait tout pour l'éviter. Donc on va tout le temps être avec quelqu'un, avec des amis, avec des partenaires à répétition. On peut être très 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 addict au sexe. Hein. On va remplir ce vide voilà, par de la présence, par de la nourriture, par de l'alcool, multiples et diverses addictions. Hein. Internet, le téléphone, tout le temps le téléphone greffé à la main. La solitude, voilà, c'est le fléau de la blessure de l'abandon. On va tout faire pour éviter cette solitude. Et on va avoir énormément besoin de reconnaissance quand on a cette blessure. Il va vraiment falloir que l'autre nous rassure, qu'il nous dise sans cesse qu'il nous aime, qu'il nous montre tout le temps sa présence, qu'il soit aux petits soins.
Et d'ailleurs, quand on a cette blessure, on va beaucoup se plaindre, on va beaucoup se victimiser. Dès qu'on va avoir un petit rhume, on va amplifier, mais toujours pour susciter cette nourriture extérieure. Hein. Je grandis avec cette croyance, l'amour ne peut venir que de l'extérieur. Hein. Je n'ai pas appris pendant tout mon apprentissage à développer cette sécurité en moi. Donc voilà, hein, j'arrive dans le monde adulte avec cette croyance, il ne peut venir que de l'extérieur. Donc je peux manipuler, je peux mentir, je peux, pour avoir cette nourriture, je peux devenir possessive, jalouse. Je vais chercher à plaire. Alors, beaucoup de jeux de séduction, hein, toujours pour nourrir ce besoin. Et je cherche à plaire pour être aimée. Je ne suis pas dans l'amour tout simplement, je vais faire pour avoir, je vais donner pour recevoir. Voilà, on va être vraiment dans ce besoin permanent d'être nourri. L'autre, voilà, l'autre avec un A majuscule, il va falloir vraiment qu'il me rassure tout le temps et qui m'apporte cette nourriture affective constamment. Donc grande dépendance, là ça va être vraiment la conséquence de cette blessure de l'abandon. Il y aurait plein de choses à rajouter, mais bon, je ne vais pas non plus faire une vidéo de 2 heures. Donc voilà, très difficile aussi la blessure de l'abandon parce qu'on va pas oser non plus décevoir, on va pas oser dire non. Dire non, c'est prendre le risque de décevoir et du coup d'être rejeté, de ne plus être aimé. Ça réveillerait encore une fois ce manque affectif. Donc voilà, donc il y a beaucoup de conséquences dans cette blessure. Ensuite, il y a la blessure de l'humiliation. Alors, la blessure de l'humiliation, c'est quand on a senti de la dévalorisation dans le regard de nos parents, quand on a pu se moquer de nous. Des fois on fait des blagues comme ça à nos enfants sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Hein. Encore une fois, nous, quand on est petit, il n'y a pas de second, troisième degré, hein, c'est tout au premier degré. Donc ça peut créer, susciter des émotions douloureuses, des perceptions physiques inconfortables et paf, croyance, je ne suis pas aimable. Quand on peut ressentir la honte dans les yeux de nos parents. Mais aussi quand on a vécu de la violence, des abus sexuels aussi, on va vraiment ressentir une dévalorisation. Je ne suis pas aimable, hein, je ne suis vraiment pas aimable. J'ai un sentiment de dégoût de soi. Donc on va vraiment se déconnecter là encore de qui on est et on va complètement s'oublier. Voilà, on va complètement se mettre de côté. Une caractéristique très flagrante de cette blessure, c'est qu'on va être très souvent dans l'auto-humiliation. On va beaucoup se dénigrer soi-même. Ça va faire rire les copains, l'entourage et donc on va être vraiment dans ce système de défense. On va s'auto-humilier beaucoup. On va beaucoup se dévaloriser. Donc s'oublier complètement, on ne va pas du tout écouter ses besoins, ses envies. Alors par contre, là c'est vraiment un instinct de sauveur qui va se réveiller en nous, en nous non, mais les autres, vouloir les sauver. On va tout faire pour eux, prendre des responsabilités bien au-delà de ce qui devrait. On va anticiper beaucoup pour l'autre, au détriment de ce qu'il a même peut-être envie, l'autre, mais on va beaucoup anticiper, donc c'est ça aussi qui peut générer de l'agacement de l'autre côté. On va beaucoup anticiper, on va avoir beaucoup de mal quand on a la blessure de l'humiliation, beaucoup de mal à recevoir des cadeaux, des compliments. On a vraiment enregistré qu'on n'était pas aimable, donc donner, ça, il n'y a aucun problème, mais alors recevoir... là il y a un programme qui va s'allumer dans la tête, une alarme, non c'est pas possible, je suis pas aimable. Donc beaucoup de mal, on va avoir tendance à baisser les yeux, quand on va nous faire un compliment, à tourner la tête. Non, c'est pas à moi qu'on peut dire ça, ou alors on va pas y croire, lui il veut quelque chose, ça va vraiment nous passer au-dessus, ça peut pas nous être destiné. Donc quand on a cette blessure de l'humiliation, on a vraiment le sentiment que pour être aimé, il faut faire. On ne peut pas être aimé pour qui on est.
Voilà, là c'est vraiment, c'est pas possible. Donc les sauveurs du monde, hein, on va attirer beaucoup de gens qui vont mal. Et là, comme on fait quelque chose pour eux, là, ben, l'amour qu'on reçoit peut nous sentir légitimes. Par contre, une personne qui nous aime alors qu'on n'a rien fait pour lui, là c'est pas possible, il y a anguille sous roche. Il y a une entourloupe, voilà, le mental va s'activer, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être aimée pour qui je suis, hein, ce n'est pas possible, je ne suis pas aimable. Donc voilà, beaucoup de mal à recevoir. On se sent mal propre, on peut avoir beaucoup de problèmes avec la sexualité. Alors là, la morphologie, autant la blessure de l'abandon, c'est un corps qui manque de tonus, hein, un corps mou, hein, qui manque de soutien. Voilà, c'est pour ça que souvent d'ailleurs, une personne qui a une blessure de l'abandon, il faut toujours qu'il se soutienne à un mur, à une chaise, à un comptoir. Voilà, la blessure de l'humiliation va générer des problèmes de poids. Hein, si on va beaucoup grossir, on se sent malpropre, il y a un sentiment de dégoût. On ne peut pas être aimé. Voilà. Donc difficile blessure, mais là aussi, une fois qu'elle est guérie, comme l'abandon, je n'ai pas pensé à en parler, la blessure de l'abandon, une fois qu'elle est guérie, c'est waouh, une vitalité, un dynamisme, il y a une grande créativité, un côté artistique, enfin il y a un grand potentiel derrière la blessure de l'abandon une fois qu'elle est transmutée. Et on aura appris aussi à profiter de la solitude. On aura appris à apprécier tous ces moments-là. La blessure de l'abandon, une fois qu'elle est transmutée aussi, hein, une fois que le côté négatif, entre guillemets, est transmuté, donc elles sont toujours en nous, les blessures, hein, mais elles ne sont plus souffrantes. Voilà, des fois elles peuvent essayer encore de nous alpaguer, mais bon, on va voir le cinéma, et puis ça va nous faire sourire. La blessure de l'abandon, une fois transmutée, va révéler des capacités de clairvoyance, voilà, enfin des capacités extrasensorielles. Voilà. À chaque fois, notre taux vibratoire va monter, hein, donc on va accéder à des nouvelles dimensions, des nouvelles informations. Donc là, il y a vraiment de la clairvoyance, de la voyance. La blessure de l'humiliation, celle-ci, une fois qu'elle est transmutée, donc on aura appris à dire non, on ne s'oubliera plus, on se respectera. Et là, il y a vraiment des grandes capacités de médiatrice, de conciliatrice. C'est un cœur énorme, mais vraiment un amour pur. Voilà, on est vraiment dans le cœur, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de machination derrière, il n'y a pas de manipulation. C'est de l'amour pur. Mais on ne viendra plus l'écraser, voilà, on viendra plus, voilà, il y aura une énergie, une authenticité, une intégrité qui fera que on saura écouter nos besoins et je donne si je peux donner aussi, voilà, hein, on saura écouter ses besoins. Donc ensuite il y a la blessure d'âme de la trahison. Celle-ci, on va la vibrer, voilà, si on nous a fait des promesses et qu'elles ne sont pas tenues, une bris de confiance, manipulation. Où il y avait un équilibre, quel qu'il soit, et il s'est passé quelque chose qui a fait que cet équilibre s'est écroulé. Alors là, j'ai vibré une grande peur. Mon inconscient, ce qu'il a enregistré, c'est que waouh, le ciel, il peut s'écrouler n'importe quand. Alors, on le sait tous, effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver, mais quand on a la blessure de la trahison, c'est puissance 1000, quoi. Donc, voilà, une grande insécurité. De la peur, donc ça peut un changement de vie, ça peut être un incendie, un décès, un accident, un déménagement. Il y avait un équilibre. Et voilà, j'ai vu quelqu'un s'évanouir, s'écrouler, quelqu'un mourir devant moi. Enfin, il y avait un équilibre, hein, voilà. Et il s'est passé quelque chose, paf, ça s'est écroulé. Donc là, j'ai vibré une grande insécurité, une grande peur. Tout peut s'écrouler tout le temps. Et du coup, voilà, automatiquement, cette insécurité va être en moi, elle va vibrer et elle va influencer le moindre de mes faits et gestes. Donc là, le système de défense qu'on va développer par défaut, hein, la peur avait été une émotion pareille, et de la même façon douloureuse, inconfortable en moi. Donc l'inconscient, qu'est-ce qu'il va me faire adopter comme comportement? Ça va être le contrôle. Dorénavant, tu contrôles tout. Tu gères et tu planifies. Tu contrôles tout. Comme ça, tu es rassuré. Voilà, tu es dans la zone de confort, tout est verrouillé. Et s'il y a le moindre petit truc qui dépasse, crac, tu contrôles, tu ramènes.
Et voilà, là on se sent dans une sécurité, mais il faut que tout soit au carré. C'est pour ça que dès que ça ne sera pas, parce que la vie est impermanence, la vie est perpétuel changement, donc il se passera toujours quelque chose. Là, c'est une blessure qui va s'activer par beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, voire de la violence. Hein. Si elle est profonde, fondamentale, il peut y avoir des violences physiques, hein. Ça peut aller très très loin. Ça se passe pas comme je veux, donc il y a la mémoire qui se réactive, le ciel peut s'écrouler, ça peut réactiver cette fameuse émotion douloureuse. Donc non, 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 je vais crier, frapper s'il le faut, mais pour que tout se remette sous contrôle. Voilà. Donc quand on a cette blessure de la trahison, impossible de déléguer, hein, on va tout porter, tout doit être fait à notre façon. Si c'est pas fait à notre façon, d'ailleurs, je vais passer derrière pour faire à ma façon, hein, parce que attention, si c'est pas fait à ma façon, si l'aspirateur, mon mari a passé l'aspirateur, c'est pas fait comme il faut, pouf, la blessure va s'activer, mal-être, elle va m'obliger à aller chercher l'aspirateur pour passer derrière, et là, pouf, elle se rendort. Donc c'est pour ça, quand c'est pas fait à ma façon, agressivité, colère, les changements de programme, les changements de dernière minute, les gens qui passent sans prévenir, c'était pas prévu. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de stress avec cette blessure. Hein. Les problèmes de santé vont, pareil, tout ce qui est incontrôlable, hein, tout ce qui n'est pas prévu, tout ce qui est incontrôlable va réactiver cette blessure. La santé est incontrôlable, donc dès que je vais avoir un petit problème, pouf, mon mental va s'emballer et va m'imaginer le pire des scénarios. Donc on peut devenir hypocondriaque, être chez le médecin toutes les semaines. Prendre l'avion, ça peut être très difficile pour une personne qui a la blessure de la trahison, parce qu'elle ne contrôle pas. Elle est obligée de déléguer. Donc ça peut être très difficile. Rouler, prendre la voiture, rouler toute seule, prendre l'autoroute, les camions qui passent, tout aller dans l'inconnu. Notre inconscient vraiment va nous faire aller que dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on maîtrise. J'ai rendez-vous quelque part, je ne sais pas où c'est, la semaine avant, quelques jours avant, je vais aller voir. Voilà. C'est la blessure, ça. Hein, il faut que tout soit carré. Donc ça peut se répercuter dans notre rôle de parent aussi. Hein, tout carré. Donc on peut être très exigeant, très contrôlant. Et il faut faire très attention à cette blessure. Parce que avec nos enfants, si on est dans cet excès de contrôle, eh bien l'enfant va enregistrer que la façon dont il fait, ce qu'il ressent, comment il fait, c'est pas bien. Donc inconsciemment, c'est de l'humiliation. Et puis surtout, comme on ne le laisse pas faire à sa façon, et c'est bien dans ces chemins-là qu'il génère l'enfant en lui des sensations de réussite, de fierté. Hein. Donc il construit sa sécurité interne. Donc si on le prive de toutes ces explorations, de toutes ces choses qu'il tente de faire par lui-même, automatiquement on le rend insécure, dépendant. Donc on lui transmet. Pour dire vrai, plutôt on réactive ses blessures, mais on lui transmet tout ça. Donc il faut faire très attention. Nos ados ont envie de cuisiner, faut les laisser faire, pas être là derrière, non c'est comme ci, c'est comme ça, dans des activités, pareil, des jeux, si l'enfant a envie de changer les règles, laissons-le faire, laissons-le créer. Et quand on a cette blessure, non, il faut que ce soit fait comme ça et pas autrement. On est vraiment très, très fermé, hein, donc avec cette blessure, il faut faire attention. Alors autant avec la blessure de l'abandon, il y a cette caractéristique, cette conséquence où on en parlait beaucoup. Avec la trahison, on va parler très fort aussi. Voilà, on a besoin d'être vu. Hein, on va jouer du regard, un regard appuyé. La blessure de l'abandon, ça va être un regard, on le reconnaît vite, hein, un regard de compassion. Dans le regard, il parle, hein, il cherche aidez-moi, aimez-moi, soyez là pour moi. Hein. Dans la blessure de l'abandon, on va vraiment reconnaître ce regard, peut-être un peu penché, le regard un peu brillant, un regard de compassion qui appelle au-delà
de ce dont on a conscience. Hein. La trahison, c'est une voix forte et puis un regard appuyé. Quand on a cette blessure de la trahison, donc il faut que ça bouge, il faut que ça génère. Alors on ne supporte pas les personnes lentes, les personnes qui ne bougent pas, trop tranquilles, c'est insupportable. Tiens donc, pour la bonne et simple raison, effet miroir, parce qu'on en est incapable. Donc un juste milieu à trouver. Mais voilà, il faut que ça bouge. Hein, voilà. Il faut qu'on a vraiment un yang, une énergie masculine qui est dans le suractif. Hein, et voilà, beaucoup de responsabilités. On va porter beaucoup de choses. Voilà. Donc on peut être dans l'excès, hein, le contrôle, pouvoir, manipulation, possession. Alors on va être dans l'excès. C'est possible. Alors après attention, hein, on n'est pas obligé de tout avoir, tous ces comportements-là. Hein. On peut se reconnaître un peu dans la blessure, donc je l'ai un peu. On peut se reconnaître beaucoup, c'est qu'elle est profonde. Mais voilà, en tout cas les caractéristiques. Et puis la blessure de la trahison, une fois qu'elle est guérie, hein, que ce côté sombre, hein, entre guillemets, est transmuté, et alors là, c'est un charisme puissant, un taux vibratoire qui monte, une lumière, et puis des grandes qualités de chef, des grandes qualités de chef, une personne qui inspire l'admiration, l'authenticité, l'intégrité, voilà, c'est vraiment un phare. Voilà. Et puis bon, donc il y a la blessure de l'injustice aussi. Alors vous allez certainement vous reconnaître dans plusieurs blessures. Alors moi j'ai envie de vous dire, on les a toutes, hein. Enfin très souvent les 4: rejet, abandon, trahison, injustice, très souvent l'humiliation, pas tout le monde, mais bon, après voilà, c'est celle dans laquelle on se reconnaît le plus. Bon ben celle-là, voilà, c'est la blessure fondamentale. Donc la blessure de l'injustice, alors elle rejoint beaucoup celle du rejet, hein, mais il y a une notion de colère après, hein, d'injustice. Celle-ci, quand on a grandi dans un environnement familial dénué de démonstration affective, vraiment aucune reconnaissance de l'autorité, de l'hostilité. Là, c'est vraiment une blessure qui va nous couper complètement de notre individualité. Du rejet sans cesse, une pression de l'exigence, hein, des parents très exigeants. J'ai 18 de moyenne, mais c'est encore pas suffisant. Voilà, et donc là, vraiment, c'est beaucoup de froideur, beaucoup d'hostilité qu'on aura ressenti. Et pareil, à notre façon, hein, un jour on a voulu, hein, demander un peu d'attention, d'affection, et on a été rejeté. Donc là, voilà, hein, c'est pour cette raison-là que l'inconscient il est enregistré. Hein, quand tu parles de tes émotions, quand tu parles de ces sentiments, ça se passe mal. Donc le système de défense qu'on va enregistrer quand on a cette blessure, c'est tu ne parles plus de tes sentiments et de tes émotions. Voilà, on se coupe complètement de son senti. Toutes ces situations ont généré des perceptions physiques, des émotions tellement douloureuses dans le corps que, encore une fois, notre seul échappatoire était d'en sortir. Donc c'est pour ça que les blessures, les personnes qui portent en fondamental une blessure de l'injustice, alors rigidité, hein, et des personnes qui peuvent paraître très froides. Voilà, très distantes, très prétentieuses, ne sont pas du tout, hein, elles sont en fait hypersensibles à l'intérieur. C'est juste qu'elles ont tellement souffert qu'elles préfèrent ne plus jamais parler d'émotions. Donc c'est vraiment ce qui va couper le plexus solaire, ce rayonnement. Voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à parler de leurs sentiments, de leurs émotions. Et comme voilà, enfant, on a voulu demander un peu d'attention et qu'on a senti, hein, vraiment ce rejet. Donc on va développer ce côté perfectionniste. Tout ce que je vais faire, je vais le faire au mieux possible parce que je veux quand même susciter quelques miettes d'intérêt de la part de ce parent, un petit peu de reconnaissance. Donc si moi, en tant que personne, je n'arrive pas à l'avoir, peut-être que par rapport à mes résultats, par rapport à ce que je fais, je vais peut-être pouvoir susciter
quelques miettes d'intérêt. Donc je vais vraiment développer un côté perfectionniste, hein, et puis du coup qui va me suivre toute ma vie, hein. En arrivant au monde adulte, je suis complètement coupée de mon senti, donc je vais travailler la reconnaissance la reconnaissance professionnelle va être très très importante. Donc au travail, je vais complètement m'oublier. Je vais me mettre sous une pression de l'exigence telle qu'un jour, ça va être le burn-out, la dépression, et plus encore, hein. Donc on va complètement s'oublier. Je vais toujours très bien, toujours le sourire aux lèvres. Si on me pose la question comment tu vas, je vais très très bien, même si je vais très très mal. Mon inconscient enregistrait que pour être aimé, pour ne pas ressentir ce rejet, il faut toujours que je sois digne, forte, pas de fragilité, pas de faiblesse, ce n'est pas parfait. Ne pas aller bien, ça veut dire pour mon inconscient, ce que tu n'es pas, je ne suis pas parfaite. Donc, risque de susciter un rejet, une déception. Donc non, surtout pas. Ça réveillerait encore une fois ce manque affectif. Et pour l'inconscient, c'est une émotion, il se rappelle, elle était trop douloureuse. Et pour lui, je n'ai pas la capacité à la traverser. Alors enfant, c'était vrai, hein. Aujourd'hui, c'est faux. C'est tout mon travail d'ailleurs, c'est tout ce qu'il faut que je lui montre. Donc, non, je vais toujours très bien, même si c'est pas vrai. Quand j'ai cette blessure de l'injustice, peur de l'échec, je peux avoir envie de faire plein de choses. Et je peux d'ailleurs commencer plein de choses. Mais quand elle est en fondamentale, je ne vais pas aller au bout. Je ne vais pas aller au bout. Ça, c'est une grande caractéristique de la blessure de l'injustice. Je ne vais pas aller au bout de mes projets. Va y avoir ce programme auto-saboteur. Alors pourquoi ? Parce que pour l'inconscient, aller au bout du projet, c'est le risque de ne pas y arriver. D'être confronté à l'échec. Donc, de décevoir. Donc, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Donc, encore une fois, ça réveillerait l'émotion. Donc, c'est pour ça que ce programme va nous empêcher d'aller au bout. Donc, peur de l'échec. On peut tout commencer et rien finir. On va avoir beaucoup de mal avec l'autorité quand on a cette blessure, hein, cette autorité qui va rappeler notre parent, hein, nous rappeler notre parent. On va culpabiliser dès qu'on s'occupe de soi. Alors, on va tout gérer. J'étais super forte, moi, pour ça. Quand je recevais du monde à la maison, je gère tout, repas, table, les courses, enfin tout, le repas. Et puis, voilà, les personnes, tu veux que je t'aide ? Non, c'est bon, parfait, quoi. Il manque plus que la cape, hein. Non, je gère tout, il faut que tout soit parfait, restez assis, moi je gère tout. Et alors à l'intérieur, j'en ai marre, je suis fatiguée, personne m'aide. Mais par contre, si quelqu'un vient me proposer, non, ça va, super, hein, c'est très bien. Donc blessure de l'injustice, ça aussi. Si je suis confortablement installée sur mon canapé, que mon mari est en train de faire à manger, sentiment de culpabilité. C'est pas parfait. Donc tout de suite, mon inconscient va m'obliger à me lever pour aller participer, pour aller aider. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Sortir en jogging la poubelle, hors de question. Quand on a la blessure de l'injustice, il faut qu'on soit bien habillé, bien coiffé, maquillé. Enfin, c'est vraiment jusqu'au bout des ongles, hein, être le plus parfait possible. Dans notre manière de manger, hein, le plus parfait possible. Parce que le corps va vraiment être le corps le plus parfait possible. Hein. Le corps va prendre la morphologie liée à la blessure de l'injustice, donc le plus parfait possible. Donc c'est pour ça que dès qu'on peut manger un bonbon ou un gâteau, culpabilité. Dès qu'on va s'acheter quelque chose, hein, culpabilité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Donc pareil, on va s'habiller pas mal en noir, pression de l'exigence. Voilà, moi, de toute façon, il y aurait plein de choses à dire, mais bon, vous avez déjà là beaucoup de caractéristiques par rapport à ces blessures. Et celle-ci, c'est pareil, une fois qu'elle est guérie, une fois que le côté sombre de cette blessure a été transmuté, c'est pur cadeau aussi, hein, c'est un être de lumière derrière, c'est un charisme impressionnant. Et il y a vraiment cette notion d'écoute. Une personne qui a la blessure de l'injustice a une très très belle écoute. Et le mot juste, une personne ne va pas bien, il y en a 10 qui vont lui dire fais ci, fais ça, ou tu pourrais faire ci, ou tu pourrais faire ça, elle ne va pas l'écouter. Par contre, la personne qui a la blessure de l'injustice, elle va percevoir le monde intérieur de la personne, donc elle va avoir le sens du mot.
et elle va avoir le mot juste. Il ne va pas y avoir besoin de faire 50 phrases. Une phrase avec les bons mots et paf, ça va percuter. Ça va, pouf, ça va rentrer. La personne qui a la blessure d'âme de l'injustice a des messages à transmettre, a un enseignement à passer. Il y a vraiment ce côté fin psychologue. Et alors quand je dis message à transmettre, à passer, c'est autant dans le monde visible qu'invisible. Donc il y a aussi la médiumnité, les messages des défunts, voilà, l'écriture intuitive, automatique, enfin voilà, il y a vraiment cette connexion, pardon. Voilà. Donc écoutez, j'ai fait un petit peu le tour de ces blessures et spéciale pensée à cette personne que j'ai eue en consultation ce matin, charmante. Alors c'était une consultation à distance, malgré une photo qui explosait, qui révélait d'une puissance impressionnante cette blessure de la trahison et de l'injustice, et automatiquement l'abandon, donc cette froideur, cette rigidité. Mais c'est tellement magique de regarder derrière. Et essayons de ne pas s'arrêter voilà, à cette image que nous voyons. Essayons de ressentir derrière, parce que c'est vraiment ce qui permet d'ouvrir, d'avoir de l'empathie, de la compassion. Et il y a beaucoup de souffrance derrière ces comportements-là. Une personne ne devient pas froide ou fermée par plaisir. C'est pas un choix de cœur, c'est un système de protection. C'est une personne qui a tellement souffert que sa seule possibilité pour ne plus souffrir était de tout fermer. Donc essayons d'être moins dans le jugement, un peu plus dans la compassion. Et cette personne ce matin, c'était vraiment ce schéma-là. Une telle froideur et pourtant derrière une telle lumière, une telle beauté. Donc spéciale pensée pour vous parce que c'est vous qui m'avez donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Et si vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo, vous avez envie de creuser, d'aller voir derrière qui se cache, le vrai vous, votre véritable potentiel, votre véritable pouvoir créateur. Écoutez, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Moi, c'est avec grand plaisir que je propose ces consultations pour vous aider à cibler vos blessures. Mais bon, en principe, vous les ciblez déjà très bien. Enfin, à part quand on est en début de chemin, ça peut être plus compliqué. Mais surtout, voilà, je vais vous expliquer concrètement comment vous en libérer. Voilà. Parce qu'encore une fois, le travail de guérison de nos blessures ne se fait pas par magie. C'est un chemin que j'ai moi-même arpenté. À l'époque, je recevais moi-même des soins énergétiques, mais alors c'est vrai que ça faisait du bien sur le moment, mais comme on ne m'expliquait pas d'où ça venait, pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait changer, automatiquement je continuais dans mes vieux schémas et donc automatiquement je rebasculais dans ma dualité. Donc le soin que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement le soin que j'aurais voulu recevoir à l'époque. À l'époque, c'était vraiment le soin que j'aurais voulu recevoir. Donc j'ai fait toutes les formations que j'avais besoin de faire pour pouvoir vous proposer ce service aujourd'hui. Parce que gardons bien à l'esprit voilà, que la guérison de nos blessures émotionnelles ne se fait pas par magie. Il y a l'énergétique évidemment qui va nous aider. Mais après c'est un travail concret avec notre mental, avec nos émotions. Mais elles sont essentielles. C'est un travail concret avec nos émotions aussi et notre ego. Par de nouvelles façons de penser, mais surtout d'agir en fonction de chacune de nos blessures. Voilà. Donc si vous avez besoin, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous montrerai le chemin. Ce chemin que j'ai moi-même parcouru. Voilà. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien chaleureusement, à vous souhaiter le meilleur. Et puis je vous embrasse très fort et j'ai même envie de vous dire je vous aime très fort, de l'amour universel. Et
prenez bien soin de vous surtout. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.